Lisons maintenant la révélation du président Houphouët dans ses dernières confidences. Ivoire Business a publié la confidence du premier président ivoirien Félix Houphouët-Boigny à un de ses proches. Cet article fut réédité par l'organe de presse ivoirien Le Temps pour ses lecteurs et pour les nombreux panafricanistes et tiers mondialistes. C'est un document inédit paru officiellement pour la première fois dans l'hebdomadaire Le Phénix du lundi 9 au 25 décembre 2002. Nous notons que avant de le nommer comme Premier ministre, Alassane Dramane Ouattara s'est engagé par écrit à rester en dehors de la politique ivoirienne. Cet homme n'a pas respecté ses engagements écrits. D'ailleurs, l'ancien président sud-africain Thabo Mbeki ne cesse d'affirmer que c'est une personne qui n'a pas de parole. Nous reproduisons une grande partie de cet article-là. Que les Ivoiriens prennent le temps d'écouter attentivement ce que le président Houphouët-Boigny a dit. Cela expose ces faux oufoutismes qui, en fait, ont fait exactement le contraire de ce que le président Houphouët-Boigny a recommandé. Et je commence la citation. Voilà ce que Houphouët-Boigny a dit. Je suis particulièrement au soir de ma vie et il est impérieux que je vous livre quelques informations capitales pour préserver la Côte d'Ivoire d'une éventuelle rupture sociale après que je ne sois plus. En effet, je me rends en France pour subir une intervention chirurgicale et je ne puis vous dire si je vais revenir vivant. Ainsi, vous pourriez utiliser à des fins utiles ces révélations si je rentrais effectivement silencieux de la France. Voilà pourquoi je vous ai fait appeler d'urgence. Sachez à toute fin utile que mon ambition majeure pour la Côte d'Ivoire, notre beau pays, a toujours été de l'élever au rang des pays fortement industrialisés, dotés d'infrastructures modernes qui le rendraient indépendant. C'est pourquoi je me suis investi à faire de la Côte d'Ivoire un pays économiquement fort avec le cacao et le café qui font la fierté du pays. Malheureusement, la France et ses alliés vont former spécialement des jeunes gens africains, dont Alassane Ouattara, pour m'assassiner et détruire la Côte d'Ivoire. Ça, ce sont les paroles du président Houphouët. Mais avant de vous dire qui est Alassane Ouattara, sachez d'abord à partir de quand la Côte d'Ivoire va connaître ses réels problèmes. En effet, du 11 au 15 janvier 1978, je reçois en visite d'amitié et de travail le président de la République française, alors Valéry Giscard d'Estaing. Je lui fais visiter toutes les infrastructures de la Côte d'Ivoire. Ainsi, de retour en France, Valéry Giscard d'Estaing va rassembler le G7 pour décider les procédures de destruction de la Côte d'Ivoire, car elle pourrait devenir le miroir du monde si rien n'est fait pour l'arrêter dans son évolution. Mais cette décision ne rencontre pas l'adhésion de l'Angleterre, qui n'en voyait pas l'utilité. Je suis certain qu'en ce moment-là, l'Angleterre n'était pas contrôlée par les Juifs, ou bien le Premier ministre n'était pas juif. C'est à partir de ce moment que les prix de nos matières premières, en particulier le cacao et le café, vont chuter considérablement. Et cela perdure. Mais le G7 ne s'arrête pas à cette seule action. Il va multiplier les coups d'État contre ma personne. À partir de 1981, avec l'arrivée de François Mitterrand à la tête de l'État français, les tentatives et actions de déstabilisation de la Côte d'Ivoire vont beaucoup s'intensifier. C'est ainsi que l'ex-président François Mitterrand va profiter de l'asile politique du jeune Laurent Gbagbo en France en 1984 pour le persuader d'un coup d'État contre moi. Mais Gbagbo, profondément patriote, refuse de détruire son pays qu'il aime tant. J'allais dire Amen. Alors Mitterrand et le G7 vont recruter le jeune Alassane Ouattara, fonctionnaire au FMI, pour l'action de
déstabilisation et de destruction de notre pays. Car connaissant parfaitement les origines burkinabées de celui-ci, il le sentait capable d'un tel comportement. Alassane Ouattara est alors invité en France pour expliquer son travail au FMI pour l'Afrique devant plus de 46 chefs d'État lors d'une conférence de presse. Mais comment Alassane Ouattara est-il arrivé au FMI? En effet, de 1973 à 1983, sur intervention du président voltaïque d'alors, Sangoulé Lamizana, je nomme Alassane Ouattara à la BCEAO, c'est-à-dire la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, successivement comme chargé de mission, ensuite conseiller spécial gouverneur et directeur des études et vice-gouverneur en 1983. Déjà, en 1982, je demande à mon ministre de l'économie et des finances d'alors, Abdoulaye Koné, de décorer le jeune voltaïque pour son dynamisme au travail. Aussi, le 1er novembre 1984, avec ma bénédiction et mon appui spécial, moi, Oufoué, c'est ce qu'il veut dire, il est nommé fonctionnaire au FMI. Également, pour lui, témoigner toute mon affection après la mort d'Abdoulaye Fadiga, ex-gouverneur de la BCEAO. Je nomme Alassane Ouattara comme nouveau gouverneur de cette institution. Mais chacun de vous se demande pourquoi, et si c'était de gaieté de cœur que j'ai nommé Alassane Ouattara comme premier ministre de la Côte d'Ivoire. C'est essentiellement par souci de préservation de la Côte d'Ivoire d'une implosion sociale à l'avènement du retour du multipartisme en 1990. Ainsi, sur intervention du G7 et des institutions de Bretton Woods, je nomme d'abord Alassane Ouattara comme président du comité interministériel le 18 avril 1990, ensuite comme premier ministre en novembre 1990. Mais avant de le nommer comme premier ministre, Alassane Dramane Ouattara s'engage par écrit à rester en dehors de la politique ivoirienne en s'occupant uniquement de redresser l'économie, même après ma disparition. J'ai une petite parenthèse pour dire, il n'a pas du tout respecté ses engagements. D'ailleurs, il se fichait pas mal de tout ce qu'il faut pouvoir lui dire. Ceux qui se disent soufoutisme devraient prendre note de l'engagement que M. Alassane Dramane Ouattara avait pris et qu'il n'a pas respecté. Je continue donc la confidence d'Oufoué. Pourquoi ai-je exigé cela de lui? C'est parce que Alassane Dramane Ouattara n'est pas ivoirien. Ça, c'est le président Oufoué qui continue de le dire, mais plutôt voltaïque, c'est-à-dire burkinabé d'origine. En effet, Alassane Dramane Ouattara est né à Noumoudara, actuel Burkina Faso, qui signifie en Tiefo, sa langue maternelle, village des forgerons, annexe route Volta, c'est-à-dire Burkina Faso. Noumoudara est dans le canton de Sendou de la subdivision de Banfora, qui est du cercle de Bobo Dioulasso. Il a pour père feu Ouattara Djika et pour mère feu Soro Bintou, tous deux burkinabés d'origine. Alassane Dramane Ouattara est jumeau. Son frère est mort à la naissance, ce qui entraîna aussi la mort de sa mère biologique. Ainsi, Alassane Ouattara fut élevé par Tabili Ouattara, la deuxième femme de son père, Tchekoura Ouattara, affectueusement appelé Mossi Ouattara Adimokro, qui était cuisinier de son état de l'administration coloniale française. Retenez également que Alassane Ouattara a fait le cycle primaire et secondaire après l'école coranique en ex-Haute-Volta, actuel Burkina Faso. Il a obtenu son bac au lycée Zenda. Alassane Dramane Ouattara est parfaitement conscient de ses origines voltaïques, c'est-à-dire burkinabé. J'en veux pour preuve le document signé de lui qui se trouve encore entre les mains d'une personne digne de confiance dont je vous révélerai le nom dès mon retour de France. Je continue toujours la confidence d'Oufoué.
Maintenant, je vais me permettre de vous indiquer quelques points de la procédure suivie par Alassane Ouattara pour accéder au pouvoir. En effet, comme je l'ai indiqué tantôt, Alassane Ouattara, le monsieur Afrique du FMI, est invité à Paris par l'ex-président François Mitterrand et le G7 pour prononcer une conférence explicative de son travail au FMI pour l'Afrique. C'est à cette occasion que, en aparté, François Mitterrand et le G7 vont confier à Alassane Ouattara la mission destructrice de la Côte d'Ivoire. Dans le rôle de la juive Dominique, le président Houphouët continue. Mais n'étant pas ivoirien et ignorant la réalité du pays, c'est donc Dominique Ouattara, né Dominique Foloro Nouvien, qui est choisi pour aider Ouattara à réussir sa mission. Alors, dans un blog de M. Ahmed, un Algérien, commentant la visite de Dominique en Algérie, on peut lire ceci. Juif séfarade, elle est née à Constantine, en Algérie, en 1950 et quelques. Elle est la fille d'un soldat de l'armée française, M. Guy Nouvien, qui a créé les milices armées franco-sionistes OAS, spécialisées dans le meurtre et le kidnapping des militants algériens du FLN et de tous les sympathisants de la cause nationale. Nous voyons que le père avait déjà commencé à militer pour la cause sioniste et la fille ne fait que suivre ses traces. Nous continuons toujours le site algérien. Dominique Nouvien Ouattara a obtenu la nationalité israélienne et qui était juif séfarade. Fin de citation. Madame Dominique Nouvien Ouattara est arrivée en Côte d'Ivoire à l'âge de 20 ans en qualité d'épouse de M. Folorou, un Français professeur au lycée technique d'Abidjan qui, vu son âge, aurait pu être son père. Donc Dominique Folorou, né Nuivant, fera alors, en 1984, la connaissance du Burkinabé Alassane Dramane Ouattara au grand malheur de la Côte d'Ivoire. Elle était prête à tout pour prendre le pouvoir pour ses maîtres et frères juifs. D'ailleurs, elle l'a annoncé dans sa fameuse déclaration qu'elle a tenté de nier plus tard. Même s'il doit y avoir 100 000 morts, nous prendrons le pouvoir. J'insiste toujours par rapport à cela parce qu'elle a annoncé que même si ça doit coûter la vie à 100 000 Ivoiriens, si cela ne te fait rien que 100 000 Ivoiriens meurent pour que tu puisses obtenir le pouvoir, je suis certain que cela ne te fera rien pour 1 million d'Ivoiriens qui meurent pour que tu puisses obtenir le pouvoir. Donc, que ce soit 100 000 ou 1 million, cela lui importe peu. Dominique Foloro Nouvien est choisi pour aider Ouattara à réussir sa mission. Voilà comment elle va se retrouver auprès d'Alassane Ouattara. Ainsi, par intervention personnelle de celle-ci auprès de moi, je demande l'accord du président burkinabé de l'époque, Thomas Sankara, pour que Alassane Ouattara soit nommé vice-gouverneur de la BCEAO, Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, au compte du Burkina Faso. Mais pour mener à bien sa mission de destruction de la Côte d'Ivoire, Ouattara va demander à être ivoirien en m'adressant une lettre à ce fait sur conseil, bien sûr, de Dominique Ouattara, parce que Dominique Ouattara, et ça c'est ce que j'ajoute, et Dominique Ouattara avait un plan bien précis, celui de mettre la Côte d'Ivoire sous la coupole des Juifs sionistes, dont elle était la représentante ici en Côte d'Ivoire. C'est elle qui pousse les pions pour son plan, ou plutôt le plan des sionistes qui sont derrière elle. Et je continue donc la lecture de Confident d'Houphouët. Je me contenterai de lui établir un passeport de travail tout en lui promettant la nationalité ivoirienne par décret de naturalisation, lequel décret n'a jamais été signé de moi et qui se trouve en de bonnes mains. Notez que Dominique Ouattara, juif d'origine française, de nationalité, mais nous ajoutons plus juif que française, est la clé qui ouvre les portes à Alassane Ouattara. Je continue la confidence d'Houphouët. Une tâche à laquelle elle s'attelle avec finesse. Elle va même jusqu'à éliminer physiquement l'ex-gouverneur de la BCEAO, Feu Abdoulaye Fadiga, qui était son amant,
rien que pour permettre à Alassane Ouattara d'être le nouveau gouverneur de cette institution, lequel poste que ce dernier convoitait depuis longtemps pour m'avoir adressé plusieurs correspondances à cet effet. Car dans son entendement, personne ne lui contesterait ses origines ivoiriennes, vu que ce poste est toujours dévolu à un Ivoirien puissant. Évidemment, devinez qui poussait Alassane Ouattara à demander à Houphouët de le nommer comme gouverneur, tout simplement, Dame Dominique Ouattara, parce qu'elle avait un plan diaboliquement préparé pour que ce Burkinabé devienne ivoirien, et donc par conséquent, qu'elle l'utilise pour détruire la Côte d'Ivoire, et surtout qu'elle l'utilise pour piller la Côte d'Ivoire par les juifs ashkénazes, les sionistes juifs. Vous vous demandez, je continue la lecture, vous vous demandez certainement pourquoi Madame Ouattara a autant de faveurs auprès de moi. C'est tout simplement parce qu'elle a ma confiance pour son ardeur au travail, son efficacité, mais surtout sa discrétion, car elle a travaillé avec moi dans bien de domaines que je n'ai pu vous dévoiler maintenant. Retenez que c'est elle qui gère mes biens immobiliers à travers le monde entier. J'ai même fait d'elle mon homme de confiance. Voilà pourquoi elle bénéficie de tant de confiance auprès de moi. Évidemment, elle a, et c'est une parenthèse que j'ouvre, évidemment, elle a tout le lobby juif derrière, donc par conséquent, étant une agent des services de renseignement du Mossad, elle avait tout le service du Mossad à son service et tout le lobby juif à son service pour ouvrir la porte qui serait difficile à autre personne d'ouvrir. Je continue de la lecture. Mais vu mon âge beaucoup avancé et mon état de santé qui ne fait que se dégrader, je demande d'ouvrir grand les yeux sur elle, car c'est une espionne de haut niveau. Je reprends ça, Oufoni dit, mais vu mon âge beaucoup avancé et mon état de santé qui ne fait que se dégrader, moi, Houphouët, je demande aux Ivoiriens d'ouvrir grand les yeux sur Dame Dominique Ouattara, car c'est une espionne de haut niveau. Elle a toujours su se donner les moyens qu'il faut pour atteindre son objectif. Je continue la lecture. Souvenez-vous que pour permettre à Alassane Ouattara d'être le gouverneur de la BCEAO, elle a éliminé Abdoulaye Fadiga par empoisonnement. Ça, c'est Houphouët qui le dit. Elle a usé également des mêmes moyens pour faire disparaître Vamoussa Bamba, qui était mon ancien ministre de l'Éducation, qui était aussi son amant, afin qu'elle puisse épouser librement Alassane Ouattara. Bien que je ne sois ce mariage entre Dominique et Alassane Draman Ouattara, je leur donnais tout de même ma bénédiction. Remarquez que ce mariage faisait partie du plan de destruction de la Côte d'Ivoire, d'où ma réticence. C'est alors que dans le cadre du programme d'ajustement structurel et de relance économique en Côte d'Ivoire, sur recommandation personnelle du président François Mitterrand et le G7, je nomme Ouattara comme président du comité interministériel le 18 avril 1990. Il est bon de signaler dans le cadre de ce programme que Ouattara va travailler en étroite collaboration avec Daniel Kablan-Duncan, car Duncan avait déjà travaillé avec Alassane à la BCEAO. C'est lui qui a formé Ouattara quand il faisait ses premiers pas dans cette institution. Voilà pourquoi le FMI a exigé sa collaboration. Il est plus aguerri qu'Alassane. Ainsi, dans le cadre de ce programme, Ouattara passa au point déterminant de sa mission de destruction de la Côte d'Ivoire. Et moi avec. C'est la naissance des polices, des banques, de l'UMOA. Cette structure avait pour objectif de geler tous mes avoirs. Pendant 6 mois, le transfert des fonds était bloqué en Côte d'Ivoire. Il n'y avait ni export ni import d'argent en espèces. Même le citoyen ne pouvait recevoir ni faire partie de l'argent. Toutes les issues étaient bloquées. C'est pour contourner cette énorme difficulté que j'accepterai, sur recommandation du G7 et des institutions de Bretton Woods, de nommer Ouattara comme Premier ministre en novembre 1990, rien que pour mieux le contrôler. Retenez surtout que
toutes les fois que j'ai nommé Ouattara à un poste stratégique, j'ai toujours pris des dispositions. À la BCAO, Charles Kourabani, ivoirien authentique, était son adjoint avant d'en être au gouverneur maintenant. Maintenant qu'il est Premier ministre, j'ai modifié l'article 11 de notre Constitution en faisant du président de l'Assemblée nationale Bédié comme président de plein droit de la République de Côte d'Ivoire au cas où la mort m'emportait. Je pose tous ces actes rien que pour éloigner cet imposteur du pouvoir politique vu qu'il n'est pas ivoirien. Il vous appartient de faire en sorte que, vous les Ivoiriens, il vous appartient de faire en sorte qu'après ma disparition, la Côte d'Ivoire puisse subsister à cet imposteur. Et j'apporte cette note pour préciser ceci. Il vous appartient à vous, les Ivoiriens, de faire en sorte qu'après ma disparition, que la Côte d'Ivoire puisse subsister à cette dangereuse espionne juive et à son mari. Car ils emploieront tous les moyens pour arriver à leur fin. Et le président Houphouët-Boigny déterminé, voilà qui est réellement Alassane Ouattara. Fin de citation. Ces confidences du président Houphouët, premier président de la Côte d'Ivoire, devraient interpeller ceux qui prétendent être ses héritiers dans ce mouvement politique appelé RHDP. Mais souvent, la politique du ventre plein l'emporte sur la dignité humaine. C'est une raison de la facile aliénation, souvent des Noirs.